Bienvenue dans nos previews saison 2024-2025. Vous voulez tout savoir sur l'année à venir? Construire votre nouvelle équipe sur NCAA 25, TTP est là pour vous. Et salut à tous pour un nouvel épisode preview de The Trick Play. Aujourd'hui, nous allons dans le Lone Star State et nous allons parler Big 12 car oui, deux équipes, Texas Tech et TCU dans un second temps. Geoffrey, comment vas-tu? Ça va super, Elio, et toi? Ça va, je te remercie. On va parler donc des Red Raiders de Texas Tech. Pour vous être tout à fait honnête avec vous, Geoffrey s'est occupé de Texas Tech et je me suis occupé de TCU. On a un peu plus d'expertise chacun de notre côté sur ces facs pour la nouvelle saison. Et bon, toi, comment tu analyses la saison 2023-2024 de Texas Tech? Parce que moi, je vais te dire, l'année dernière, j'ai fait leur preview, j'étais ultra hype, surtout en Big 12, je me disais, il y a à peu près la place vu l'effectif pour faire une belle saison. Et mine de rien, bah ok, là, c'est une saison à 7 victoires pour 6 défaites, tu obtiens ton bowl. Mais ça aurait peut-être pu être mieux. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de l'année dernière? C'est une saison un peu décevante, hein. Bon, ils ont battu Tarleton State, Houston, Baylor, TCU, Kansas, UCF et California en bowl. Mais ils ont perdu contre Wyoming, ça fait tâche. Ils ont perdu contre Oregon qui était classé numéro 13, là pas de souci. Contre West Virginia, pourquoi pas. Contre Kansas State, pourquoi pas aussi. BYU, c'est un peu dommage, et contre Texas, c'est normal. Ils auraient pu avoir 9 victoires, ça aurait été une saison beaucoup plus satisfaisante, hein, mais il y a eu plein de blessures, hein, au poste de quarterback. Ça n'a pas aidé. Au niveau du coaching staff, Joey McGuire et son staff, pour leur troisième saison, sont quasiment tous de retour, hein. Le coordinateur offensif, c'est Zach Kittley, le defensive coordinateur, c'est Tim DeRuyter, hein, mais bon, voilà, c'est la troisième saison de ce staff. Il va falloir montrer de l'amélioration sur le terrain. Au niveau du recrutement, c'est quand même une très belle classe, hein. C'est la 25e classe nationale, 21 commits. C'est la meilleure classe de Big 12. Il y a un joueur 5 étoiles, le receveur Micah Hudson. C'est la meilleure recrue de l'histoire de Texas Tech, hein. C'est la seule recrue 5 étoiles de Texas Tech, hein. Donc énorme prise, ça, de la part de Joey McGuire. Et il y a aussi 5 joueurs 4 étoiles, dont 3 du top de 150, dont un quarterback, Will Hammond, qu'on ne devrait pas le voir cette année, mais c'est toujours une bonne chose pour un petit programme, pour un plus petit programme comme Texas Tech, de réussir à récupérer ce genre de quarterback. Ouais, c'est incroyable. Et à l'image de Joey McGuire, hein, donc, qui a coaché dans le Texas toute sa carrière, il me semble, hein, je ne crois pas qu'il soit allé dans un autre État, eh bien, il n'y a qu'un seul joueur qui est hors État, il vient de Californie, sinon tout le reste, ce sont que des joueurs texans issus du Texas. Et oui, pour Joey McGuire, hein, c'est né dans le Texas, alma mater dans le Texas, que des high schools dans le Texas, ensuite du côté de Baylor, donc à Waco, Texas, et cette fois-ci à Lubbock depuis 2022. Donc là, on est vraiment, Texas Tech, c'est vraiment le cœur, j'ai envie de dire, de cet État qui est assez particulier en termes footballistiques. Alors que c'est la fac la plus excentrée du Texas, dans l'endroit le plus perdu. Ouais, Lubbock, ouais, t'as pas grand-chose autour, c'est pas faux. Allez voir sur Google Maps, ça en vaut le coup. Une classe de transfert plutôt normale, ni plus ni moins, non? Oui, il y a 16 transferts au total, 2 joueurs 4 étoiles du portail, 2 anciens 4 étoiles. C'est du renfort, c'est pour avoir de la profondeur dans l'effectif, hein, parce que Texas Tech, c'est pas un programme énorme, donc ils ont aussi tous les ans pas mal de transferts partant. Maintenant, avec ce portail-là, c'est une classe, je crois qu'ils sont entre 40 et 50. Enfin, c'est une classe tout à fait moyenne, mais ça devrait les aider. En
attaque, donc comme je l'ai dit la saison passée, il y a eu des blessures au poste de quarterback, il y a eu 3 quarterbacks différents qui ont joué, donc Tyler Shaw, hein, qui est expérimenté, qui a sa 6e ou sa 7e saison en college football, qui est parti à Louisville, qui a été blessé, qui n'a pas joué toute la saison. Donc son backup principal, qui du coup a joué la majorité de la saison, Beren Morton, lui est de retour. Il sera le titulaire, mais lui aussi s'était blessé. Donc c'est Jake Strong, hein, qui était un true freshman la saison passée, qui a eu du temps de jeu. Ça sera probablement le backup principal, mais voilà, pour les Red Raiders, ça va être très important d'avoir un peu de stabilité à ce poste si crucial, surtout quand on aime quand même bien passer dans les airs. Surtout qu'en plus, dans les airs, ils ont perdu un peu de monde. Ils ont perdu donc leurs 2 receveurs principaux, Xavier White qui a fait 550 yards et un touchdown, qui est parti en NFL. Jaron Bradley qui a fait 431 yards et 4 touchdowns, qui est parti sur le portail des transferts. Bon, après, c'était quand même assez équilibré. Je crois que de mémoire, ils avaient 5 joueurs à plus de 400 yards à la réception. Donc bon, ça envoyait des ballons un peu partout. Notamment Koyi Keane, hein, qui sera de retour et qui devrait être titulaire. Et avec lui, on aura 2 transferts, dont donc Caleb Douglas qui arrive de Florida, qui a eu un tout petit peu de temps de jeu chez les Gators, mais surtout Josh Kelly qui arrive de Wazoo, qui est un 4 étoiles du portail, qui sort d'une saison à 920 yards et 8 touchdowns. Donc c'est une très belle prise là aussi de la part des Red Raiders. Évidemment, Mike Hudson, le 5 étoiles, hein, il va probablement avoir du temps de jeu, peut-être pas au tout début de la saison, mais il est déjà arrivé sur le campus, il a participé aux entraînements de printemps, donc on devrait c'est le genre de joueur que si un programme comme Texas Tech veut garder, de toute façon, ils devront le faire jouer, parce que sinon, il aura des offres sur le portail et il partira probablement dans un programme de SEC. Au poste de tight end, donc Mason Tharp, qui était le titulaire l'an passé, et le transfert 4 étoiles, Jalen Conyers, qui devrait se partager les snaps à ce niveau-là. Au poste de coureur, ils ont un très beau retour. Je te laisse nous en parler, Elio. Ouais, ils ont un excellent retour avec Tash Brooks, hein, qui sort d'une saison à 1540 yards et 10 touchdowns. Il y aura de nouveau son backup Cameron Valdez. Voilà, rien d'autre à dire parce que bon, la O-line, ça devrait rester stable. Il y a 2 joueurs manquants qui vont être remplacés par 2 arrivées sur le portail, hein, sur le côté gauche de cette O-line. Sinon, tu as les 3 autres starters qui sont de retour. Donc, ça devrait quand même rester assez fonctionnel, cette attaque. Voilà. Là, quand je fais le bilan en voyant tout ça, tu vois, je ressors un petit peu de la même manière que j'appréhendais la saison l'année dernière. C'est-à-dire que l'attaque semble être quand même plutôt sympa. Voilà, Ouais, c'est une attaque plutôt sympa. Par contre, moi, ce qui me fait peur, et ça, on va en parler tout de suite, c'est la defensive line. 3 starters sont partis en fin d'éligibilité ou en UDF ou en undrafted free agent en NFL. Et ça va être intégralement de la promotion interne pour les remplacer. Je crois qu'ils ont qu'un seul defensive lineman qui arrive sur le portail, 3 étoiles sur le portail, donc rien de bien flamboyant. La defensive line, c'était pas flamboyant l'an dernier. Il y a 3 starters qui sont partis. Ça va être que des gens en interne qui vont les remplacer. Alors, c'est des gens qui connaissent le système depuis 3 ans, mais il n'y a pas de quoi, il y a pas de quoi s'enthousiasmer. Au poste de linebacker, Jesiah Pierre, qui était un des 2 titulaires l'an passé, qui a transféré à UCF. Ben Roberts, le meilleur plaqueur de la saison passée, avec 105 plaquages. Il a aussi fait une interception et 2 fumbles forcés. Lui, il sera de retour. Et Jesiah Pierre, il sera remplacé par son backup de l'an passé, Jacob Rodriguez. Donc là aussi, de la promotion interne. Pour les defensive backs, là, il y a une grosse perte, hein, d'Adrian Taylor d'Emerson, hein, le safety qui est parti chez les Cardinals au 4e tour.
et Rashad Williams, le cornerback, qui est parti en UDFA chez les Raiders. Un autre titulaire au poste de cornerback, Malik Dunlap, est arrivé en fin d'éligibilité. Donc voilà, ça fait quand même trois gros titulaires qui sont partis. La bonne nouvelle, c'est que le safety CJ Baskerville, qui sort d'une saison à 77 plaquages, 5 passes défendues et 2 interceptions, lui est de retour. Ça sera le leader. Braylon Lux, qui avait quand même fait une saison remarquable la saison passée avec 30 plaquages et 8 passes défendues sans être titulaire. C'est quand même une belle saison. Il sera de retour. Pour le reste, ça va être que de la promotion interne. De manière globale, il n'y a pas beaucoup de progression dans ce roster. L'attaque semble plutôt sympathique, mais la défense, il y a eu beaucoup de départs à des postes clés, pas de grosse arrivée du portail des transferts. La défense, moi, me fait un petit peu peur pour la saison à venir. Ouais, je suis d'accord. Sachant que le calendrier, il est quand même. Bon, alors, hors conférence, ça devrait aller. On démarre avec la réception d'Abilene Christian, qui est une fac voisine. Déplacement à Washington State, donc Washington State qui va se retrouver un petit peu dans un sale état. Réception de North Texas, puis d'Arizona State et enfin de Cincinnati. Déplacement à Arizona, réception de Baylor. Double déplacement à TCU et à Iowa State, réception de Colorado, déplacement à Oklahoma State et réception de West Virginia pour conclure la saison. Toi, tu la sens comment cette saison de Texas Tech? C'est encore une fois, on est pile dans l'équipe type Big 12, quoi. C'est l'équipe type Big 12, c'est les 3 matchs hors conférence, s'ils veulent aller en bowl, il faudra les gagner. Il y a le déplacement à Washington State qui peut être un petit peu compliqué. Là aussi, c'est dans un coin perdu du nord des États-Unis. Heureusement, c'est au début de la saison, il ne se fera pas trop froid pour les Texans. Mais le calendrier de conférence, c'est de toute façon en Big 12, ils seront pas favoris contre Arizona, Iowa State et Oklahoma State, mais tous les autres matchs, c'est globalement des 50-50. C'est la Big 12 qui nous attend pour la saison arrivée. Il y a quelques équipes au-dessus du lot, mais le reste, ça va être des matchs, en tout cas dans l'état à la pré-saison, des matchs très très indécis. Pour moi, il devrait aller en bowl avec un 6-6, 7-5, quelque chose comme ça. Si la saison se passe mal, que la défense n'est pas performante, qu'ils nous reperdent un match comme ils ont perdu la saison passée contre Wyoming en début de saison, ou par exemple contre North Texas, ça peut rendre ça un peu compliqué, mais je les vois pas non plus exploser complètement et nous faire une super saison, à moins que l'attaque soit vraiment complètement en feu. Voilà, pour moi, ils vont aller en bowl, mais pas beaucoup plus. Ouais, moi je suis comme toi. Je vois, allez, ils obtiennent le bowl, mais ça va pas vraiment plus loin. 6 victoires pour 6 défaites, maximum 7 victoires pour 5 défaites. Il y a trop de trous dans l'équipe. Et comme tu le disais, notamment en défense pour aller au-dessus. On va du côté, on retourne vers les grandes agglomérations et notamment Dallas. On va du côté de TCU à Fort Worth. Donc vous avez tout cet ensemble là de villes entre Fort Worth, Arlington et Dallas. Il y a seulement 2 grosses facs entre guillemets dessus, dont une plus grosse que l'autre, c'est TCU qui est un petit peu au-dessus de SMU. Gros bassin pour le recrutement, etc. Voilà. Une saison 2023-2024 à 5 victoires pour 7 défaites. En conférence, c'est 3 victoires pour 6 défaites, avec des victoires face à Nichols, donc une FCS, Houston, SMU, donc dans cette rivalité qui est nommée Lion Skylet, et puis BYU et Baylor. Des défaites face à Colorado en premier match de la saison, si je dis pas de bêtises. En ouverture de la saison, oui, quand le match qui a lancé la hype de Colorado. C'était un très beau match de Colorado d'ailleurs, mais bon, on se doutait pas que TCU après être allé jusqu'à la finale du championnat national serait aussi faible. Ouais, c'est clair. Défaite face à West Virginia également, Iowa State, Kansas State, Texas Tech, Texas et Oklahoma, les 2 gros, avec un match assez épique face à Oklahoma, une défaite 45-69. Voilà.
Au niveau du coaching staff, ça bouge pas trop en termes de, en tout cas, enfin, toute la partie, la head coach, coach offensif, ça bouge pas. Non, ça bouge pas. Sonny Dykes qui revient pour sa 3e saison. Kendall Briles qui était arrivé après le départ de Garrett Riley à Clemson, il est aussi là pour sa 2e saison. Et par contre, le coordinateur défensif, il récupère Andy Avalos qui s'était fait virer en cours de saison de Boise State la saison dernière, qui d'ailleurs Boise State qui avait complètement flambé après qu'il se soit fait virer. Oui. Ouais. Qui arrive en tant que coordinateur défensif, mais là il avait fait du bon travail, puisque il était à la base coordinateur défensif de Boise State, mais il avait obtenu un poste à Oregon où il avait été bon, qu'il lui avait obtenu un poste de head coach donc dans son alma mater, je crois. C'était ça. Mais en tant que head coach, il a 22-14 avec Boise State, mais ça ne l'avait pas fait. Boise State, c'est quand même un des meilleurs programmes de G5 des années 2000 et d'assez loin, donc voilà. On tourne vers un vrai coach de position réellement avec Andy Avalos. Voilà. C'est bien qu'il ait cette expérience de head coach, comme tu le disais, sur quand même un programme qui est assez important. Mais ça reste réellement, dans le fond, un coach de position. Donc plutôt intéressant pour la défense. Au niveau de la classe des commits, c'est la 34e classe du pays pour 21 joueurs. Donc voilà, à contrario de Texas Tech, c'est moins bon. On a 3 joueurs 4 étoiles, dont 2 qui sont dans le top 200 tout de même. Et puis, on a seulement 2 joueurs hors Texas. Un qui vient de l'Oklahoma et un autre de Louisiane, donc des États limitrophes. Et puis, un punter australien en plus. Ça, c'est classique. Le punter australien, il doit y en avoir 40 en FBS maintenant, quelque chose comme ça. Il y en a partout. La nouvelle mode, il y en a partout en FBS, mais il n'y en a pas en NFL. Enfin, si, il y en a un chez nous, chez les Saints, mais c'est pas un bel exemple. Au niveau des transferts, c'est la 24e classe du pays pour 24 joueurs, justement. Donc 4 anciens 4 étoiles et 2 joueurs 4 étoiles sur le portail 2020, de l'année 2024. Pour l'attaque, il y a pas mal de noms que tu as déjà vu, Geoffrey, parce que Chandler Morris, qui était l'ancien quarterback d'Oklahoma, ancien remplaçant Oklahoma, qui était venu pour prendre la place de titulaire à TCU, il a transféré à North Texas. Il a perdu sa place de titulaire en cours de route la saison dernière au profit du redshirt sophomore Josh Hoover, qui a lancé 2200 yards, 15 touchdowns et 9 interceptions, plus 2 touchdowns à la course en seulement 7 matchs. Donc assez intéressant. Il a en revanche raté ses entraînements de printemps. Là, il avait une blessure, etc. Il sera de retour pour la saison, mais c'est toujours mauvais de rater les entraînements de printemps, sachant que derrière, ça a été récupéré un autre quarterback expérimenté sur le portail des transferts. C'est Ken Seals, qui arrive de Vanderbilt. Vous avez déjà entendu son nom parce que lui, c'est pareil, il fait que des demi-saisons. Il est titulaire la moitié de la saison. Ensuite, il se fait tard sur le banc. Il a quand même 4300 yards dans les pads, 28 touchdowns, 22 interceptions en 3 saisons. Voilà. Et puis, on a également un quarterback true freshman 4 étoiles qui est prêt à être starter aussi. Donc c'est une room où normalement, c'est Josh Hoover qui devrait être le numéro 1, mais t'as pas d'assurance non plus. On va dire ça comme ça. Au niveau des receveurs, il n'y a pas de grand changement. Ça devrait rester assez stable. Ça devrait rester assez stable. Donc, ils ont leurs 2 meilleurs receveurs qui reviennent pour leur saison senior. Savion Williams et JP Richardson qui cumulent 1100 yards et 7 touchdowns la saison passée. Il récupère un receveur de Boise State qui a suivi Andy Avalos, qui sort d'une saison à 873 yards et 5 touchdowns. Ils ont quand même une perte notable, Jared Wiley, qui est parti en NFL, le tight end qui est parti chez les Chiefs, qui sort d'une saison à 500 yards et 8 touchdowns. Et il récupère le transfert de Baylor qui avait fait 550 yards et 5 touchdowns la saison passée. En tout cas, au niveau des cibles, il y a ce qu'il faut pour aider Josh Hoover. Petit aparté, tu le sens quand même, le pick Jared Wiley là, au 4e tour chez les Chiefs, tu sens un petit peu le... Ouais, on commence à s'intéresser à un potentiel futur remplaçant de Travis Kelce.
Travis Kelce, il a 33 ans, quelque chose comme ça maintenant. Donc il a pris des coups, il a quand même eu pas mal de blessures à droite à gauche. Donc je pense que les Chiefs va falloir avoir une nouvelle cible numéro 1 pour Mahomes, hein, parce que petit aparté, hein, mais quand Kelce n'était pas là, c'était vachement plus compliqué. Ouais, c'est clair. C'est pour ça, c'est vraiment, vous regarderez sur Internet, mais Wiley, c'est vraiment un profil similaire dans le prototype du joueur qu'est Kelsey. Voilà. Au niveau de la O-line, on n'a que des transferts qui seront sur la O-line. Donc pareil, hein, c'est encore une O-line en sorte de reconstruction qui va vite falloir modeler. Il y a seulement le right tackle qui est un redshirt senior qui revient. Voilà. Après, en général, c'est des bons joueurs hein, qui sont arrivés sur le portail. On a le left tackle Bless Harris qui arrive de Florida State. On a en centre James Brockermeyer qui vous dit sûrement quelque chose parce que dans un premier temps, c'est un ancien 4 étoiles d'Alabama. Mais c'est surtout le frère de Tommy Brockermeyer qui était un ancien 5 étoiles d'Alabama qui avait transféré il y a 1 an ou 2, je ne sais plus, à TCU. Donc il a fait le même. Là, tu as James qui a fait le même chemin que son frère. Sauf que Tommy a mis fin à sa carrière pour raison médicale entre-temps. Donc voilà, mais c'est le même schéma. Non, si, oui, pareil, pour la running back room, je pense que tu as déjà entendu certains noms. Oui, on en a entendu parler hein, parce que c'est des grosses recrues qui vont avoir le plus de snaps. Hein. Cameron Cook, 4 étoiles, une recrue 4 étoiles en 2023. Et Trey Sanders, un 5 étoiles, le running back numéro 1 du pays, qui était arrivé à Alabama en 2019. Donc il a dû avoir un redshirt médical dans le lot, je suppose. Hein, ouais, c'était ça. C'était ça. Trey voilà. Sanders, tout le monde lui croyait que ça allait être the next big thing à Alabama. Hein. C'était l'époque où il y avait tout, les Najee Harris, l'année juste avant Najee, c'est... Merde. Bref. C'est l'époque où Alabama... Oui, Alabama, il sortait un running back à milliard minimum tous les ans. C'est ça. Donc voilà, et puis ça sera bien pour remplacer Manny Bailey, hein, le running back titulaire de la saison dernière qui est parti chez les Chiefs, lui aussi, après une saison à 1200 yards et 8 touchdowns. Au niveau de la défense, tu en avais parlé dans la preview d'Oklahoma, mais sur la D-line, Damonique Williams a transféré chez les Sooners. Il était considéré comme un des meilleurs D-line du portail, hein. Donc énorme perte. Pour le remplacer, on a l'arrivée de Nana Osafo-Mensah qui arrive de Notre-Dame après une saison à 3 sacs. On aura également sur la D-line en tant que defensive end Paul Oyewale hein, qui devrait se développer après une saison freshman à 3 sacs. Voilà, c'est défensivement parlant, on ne sait pas encore exactement à quoi ça va ressembler là, cette défense d'Andy Avalos, mais c'est quand même beaucoup d'outside linebackers / defensive end qui permutent. Et en parlant de linebacker, eh bien, on a le retour de Nnamdi Obiazor, hein, qui était le meilleur plaqueur la saison dernière. 84 plaquages, 4 sacs. Il aura avec lui 2 transferts. Donc, je disais, un de ces hybrides linebackers defensive end, Devin Deal de Tulane, qui arrive avec 43 plaquages, 4 sacs, 3 fumbles forcés, une interception dans le sac. Et un linebacker 4 étoiles qui était le 12e linebacker disponible sur le portail des transferts. C'est Caleb Elarmzor qui arrive de Californie après une très belle saison à 87 plaquages, 6 passes défendues, 1 sac et une interception en saison sophomore. Chez les DB, eh bien, on a un joueur que tu connais, Geoffrey, qui est parti. Un joueur dont on a parlé pendant longtemps comme un potentiel premier tour de draft avant que la hype s'effondre. Ouais, Josh Newton hein, qui est parti chez les Bengals au 5e tour. Hein, c'est un très bon athlète, éternelle promesse qui a jamais vraiment montré de progression sur le jeu. Hein, donc il court vite, il est grand, il a des longs bras, il a tout ce qu'il faut en qualité athlétique et en taille, enfin tous les intangibles, mais faut aussi montrer sur le terrain pour mériter d'être tout en haut de la draft, ou alors il faut vraiment être un ovni d'un point de vue physique. Donc le cornerback numéro 2, Avery Helm, hein, il est de retour, il sera titulaire, il récupère un joueur d'expérience qui a joué à Utah
Et Mareon James qui arrive de Old Dominion, qui sort d'une saison à 7 passes défendues, une interception et un touchdown. Chez les safety, là, il y a un départ qui te concerne, Elio. Ouais, Milan Bradford qui est parti chez les Saints après une bonne saison, mais voilà, donc je pense il y a de grandes chances même qu'il fasse notre practice squad. On a en retour Richard Tony qui arrive de Nevada pour prendre sa place, qui a pas mal d'expérience là-bas. Et puis on a le retour également du free safety Bud Clark qui sort d'une bonne saison à 5 passes défendues et 3 interceptions. Geoffrey, bah vas-y, tu peux nous donner le calendrier, comme ça je te donnerai un petit peu mes pronos là sur Ouais. Ils ouvrent la saison avec un déplacement à Stanford. Ensuite, ils reçoivent Long Island University, donc une FCS. Ils reçoivent aussi UCF. Ils enchaînent avec 2 déplacements à SMU et à Kansas. Réception de Houston. Déplacement à Utah. Réception de Texas Tech. Déplacement à Baylor. Réception d'Oklahoma State et d'Arizona. Et ils finissent la saison par un déplacement à Cincinnati. Eh bien, moi, je vois pas une. Alors, je vois le ball assuré, parce que tu as au moins. De toute façon, dans toutes ces équipes, on le répète H24 pour la Big 12, mais c'est très homogène. Donc, je vois quand même un ball assuré. TCU fait partie de ces équipes dans la conférence qui ont un petit plus par rapport à une bonne partie une bonne partie du reste. Je suis à 6 victoires pour 6 défaites au minimum et 8 victoires pour 4 défaites au maximum parce que déplacement à Utah, parce que tu as Oklahoma State, parce que tu as UCF qui peut être dérangeant, tu te déplaces à Kansas, Arizona ça peut être bon aussi l'année prochaine, donc voilà. Toi, tu te positionnes où par rapport à ça? Ouais, à peu près pareil, je pense qu'ils iront en bol, mais ouais, je pense 6-7-5, ça me paraît bien. Puis il y a le déplacement SMU qui est en ACC, mais SMU, si vous suivez un peu le recrutement, c'est une des facs de G5 qui recrutait le mieux. C'est une fac du Texas, c'est une fac qui historiquement avait des énormes boosters. Il y a eu d'ailleurs le plus gros scandale du college football dans les années 80. À cause entre autres des boosters, mais voilà. Et donc là c'est une fac qui arrive en Power 4 avec des gros moyens. Dans les années 80, c'est la 3e fac du Texas, devant toutes les autres, devant Baylor, devant TCU, toutes les autres qui les ont dépassés ensuite, mais ils étaient donc ça sera jamais simple. Ils sont très bons aussi sur le portail des transferts. Ouais, les déplacements à Utah et à Kansas, pour moi, c'est quasiment perdu. C'est quasiment perdu d'avance aussi. Réception d'Oklahoma State, réception d'Arizona, ça va pas être simple. Donc ouais, 6-6, 7-5, ça va aller en bol. J'ai du mal à voir beaucoup plus que ça. Eh bien, très bien. Merci à tous de nous avoir écoutés pour ces previews 100% Texan. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci Geoffrey. Et salut tout le monde. Salut tout le monde, à bientôt.